En 50 ans, tout autour de nous nous conduit à être sédentaire. Quelqu'un qui est entre assis par jour, on atteint un seuil limite. 95% des Français sont en déficit d'activité physique. En Slovénie, on teste la VO2 max de tous les lycéens chaque année. Du coup, on se rend compte que l'année où Instagram est autorisé en Slovénie, la VO2 max, elle chute de 25%. Le groupe qui marchait en extérieur a eu de plus de créativité. Qu'est-ce qui va se passer pour notre intelligence dans un monde où on est tout le temps les yeux baissés sur notre téléphone? Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cet épisode doublement spécial. Je vous dis pourquoi. La toute première raison, c'est qu'on est dans mon tout nouveau studio de podcast qui est basé à Montparnasse, qui s'appelle Stories, et c'est exactement le tout premier tournage qu'on fait ici. Il y a toutes les équipes là qui sont derrière, donc c'est un moment un peu émouvant pour moi. C'est un lieu d'ailleurs dans lequel je vous invite, si jamais vous avez envie de nous soutenir, tout simplement à venir tourner, à en parler autour de vous. Il y a plus de 6 salles, 6 décors, et je vous mets le lien juste en dessous. Donc j'espère que vous trouverez ça beau, vous me verrez souvent ici. La deuxième raison, elle est beaucoup plus liée à mon invité, tout simplement parce que c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a conseillé depuis un petit moment. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on se connaît, qu'on se voit un petit peu à travers les réseaux. C'est pas un athlète de haut niveau, je vous préviens tout de suite, mais c'est quelqu'un qui s'est passionné pour le mouvement, qui s'est passionné pour la sédentarité. C'est un grand entrepreneur, on l'entend très souvent sur les sujets d'entrepreneuriat, sur les sujets de pédagogie, sur les sujets d'innovation aussi autour de l'apprentissage, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par l'apprentissage. Il a monté une boîte qui s'appelle Live Mentor. Peut-être que là, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit d'Alexandre Dana. Salut Alex, comment vas-tu ? Salut Bart, écoute, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait chaud au cœur et je suis honoré d'être le premier à inaugurer ce studio. J'espère être à la hauteur. Mais écoute, j'espère que tu vas nous porter chance aussi. Bien sûr que tu seras à la hauteur. Je suis très content de te recevoir parce que on parle de plus en plus de mouvement, on parle de plus en plus de sédentarité. Et tu viens de sortir un livre qui s'appelle Lâches-tu. Je trouve que le nom est canon. Peut-être que ce que tu racontes dans ce livre est un petit peu moins enthousiasmant que moi aujourd'hui, parce que tu as vraiment pris, tu vas nous dire combien d'études, combien d'interviews, combien de chercheurs tu es allé rencontrer pour voir les dangers de la sédentarité. Donc on va en parler, ça va être un épisode qu'on va essayer de rendre un peu scientifique, mais aussi on va mettre de l'émotion, on va aussi essayer de mettre du pratique, de comment mettre du mouvement, même quand on est très sportif. Il y a plein de choses qu'on peut faire mieux pour être un peu moins sédentaire, pour bouger un peu plus. Bref, on a un programme hyper dense dans ce podcast. J'espère que ça va vraiment vous plaire, que vous écoutiez en vidéo ou en podcast. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été ta relation au sport et toi, comment est-ce que tu t'es mis au mouvement? Parce que je sais que tu as une longue histoire en relation avec le mouvement. Donc, je te laisse un peu te présenter entre Alex et sa relation au corps et sa relation au mouvement et au sport. Alors, comme tu l'as dit, moi, je ne suis pas athlète de haut niveau. Ma maman l'était, par contre. Parce que ma mère était artiste de cirque, était trapéziste volante. Donc, il y a différentes formes de trapèze. Il y a le trapèze fixe et il y a le trapèze volant, où tu passes d'un point suspendu très, très, très en hauteur à un autre point suspendu très, très, très en hauteur, à savoir 15 mètres de hauteur, avec ou sans filet. Enfin, en tout cas, à l'époque où ma mère était artiste de cirque chez Grus, Lavata ou Bouillon, il n'y avait pas de filet. Donc, sûrement que ma relation au sport, elle vient du parcours de ma maman, qui était extrêmement passionnée par son métier. Elle a atteint un très haut niveau. Elle a été médaillée d'argent au Festival de Demain. Et j'ai grandi effectivement avec le récit de ce rapport au corps, de ce rapport au mouvement, de ce dépassement de soi. Mais je ne suis pas devenu athlète de haut niveau. Je suis rentré dans la vie professionnelle il y a 15 ans. Et comme beaucoup de personnes, j'ai complètement arrêté d'avoir une activité physique à partir de ce moment-là. Moi qui étais un enfant qui jouait beaucoup avec ses potes, qui courait en sortant de chez lui pour aller à l'école, qui courait en sortant de l'école pour aller jouer au foot, je suis devenu un travailleur de bureau.
Et les travailleurs de bureau, il y en a 8 millions en France aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui travaillent dans des bureaux, sur un ordinateur, assis sur une chaise, et qui n'ont généralement pas de bureau assis debout, pas de pédalier, pas de siège ballon. Qui ne bouge plus, quoi. Qui ne bouge plus, exactement. Donc, je deviens un travailleur de bureau, je deviens un sédentaire et je développe différents projets. Donc, tu as mentionné qu'effectivement, je suis entrepreneur. Donc, j'ai monté d'abord un organisme de formation qui a grandi. Pendant longtemps, je travaillais quasiment seul sur ce projet. Et puis, on est passé à une équipe de 10, 20, 30, 50 et aujourd'hui 100 personnes. Et au fur et à mesure que ce projet grandissait, que je prenais de plus en plus de responsabilités professionnelles, je devenais de plus en plus sédentaire. Au point où, en 2017-2018, ma journée consistait à me lever, passer de mon lit à un bureau pour travailler comme un dingue jusqu'à 20h, faire une pause au déjeuner en allant à la boulangerie la plus proche, 2 minutes de marche maximum, revenir pour manger assis derrière son ordinateur, et le soir, tu te sens extrêmement fatigué, donc tu te mets un film, tu ouvres Netflix et tu es encore sédentaire. Je passe par 2 burn-out et ma première réaction est de chercher des solutions psychologiques, entre guillemets, de comprendre qu'est-ce qui m'a amené dans mon rapport au travail à m'effondrer. Est-ce que je ne travaille pas avec les bonnes personnes? Est-ce que je travaille de la mauvaise manière? Et à un moment, je commence à comprendre que c'est l'inactivité physique qui est la source de mon épuisement. Et donc, c'est là qu'est né mon intérêt pour l'anti-sédentarité, pour l'activité physique. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose. J'ai rencontré des cardiologues, des neurologues, des psychologues. Et à chaque fois, dans ces rencontres, le sujet de la sédentarité revenait. Alors que c'était des personnes de disciplines très différentes qui avaient creusé Alzheimer pour l'un, les maladies cardiovasculaires pour l'autre, l'anxiété pour un troisième. Et à chaque fois dans nos conversations, la sédentarité revenait. Et puis enfin, un de mes proches a commencé à avoir une santé qui se dégrade très fortement. Et j'ai compris que cette dégradation était due à la sédentarité. Et quand tu vois ça au plus proche de toi, quand tu vois les ravages, et ben là, tu as un électrochoc. Et c'est ça qui m'a conduit à entreprendre la rédaction de ce livre. Un travail de 2 ans d'enquête avec donc un co-auteur que je salue, Victor Fersing, qui est un journaliste spécialisé dans notre rapport aux écrans, qui est membre aussi d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui sensibilise dans les collèges et les lycées les jeunes contre l'addiction aux écrans. Et donc ensemble, voilà, pendant 2 ans, on a exploré ce sujet terrifiant, passionnant, complexe de la sédentarité. Ok. Et toi, aujourd'hui, tu refais un peu de sport? Tu rebouges? Et moi, oui, alors j'ai évidemment entrepris plein de changements pour mettre du mouvement un peu partout dans ma vie. J'ai effectué la majorité de mes changements dans mon travail. J'ai supprimé les réunions où on est assis. J'ai commencé à faire mes réunions en marchant. J'ai commencé à faire mes appels en marchant. J'ai réalisé que je pouvais marcher 15 km, 20 km par jour à Paris, tout en réalisant mon travail. J'ai compris que certaines technologies comme Zoom n'étaient pas toujours indispensables et que d'autres technologies plus anciennes comme le coup de fil, le téléphone qu'on peut faire en marchant étaient tout aussi efficaces. J'ai découvert que j'avais de meilleures idées en marchant et ensuite, lors de la rédaction du livre, je suis tombé sur des études scientifiques assez passionnantes sur les liens entre activité physique et créativité. On pourra en reparler, mais en tout cas, en un mot, l'activité physique, ça favorise la production d'une protéine qui s'appelle la BDNF et qui favorise les connexions synaptiques et l'apprentissage. Et alors après, évidemment, les changements que j'ai opérés sur mon cas individuel ne sont pas toujours réplicables pour chacun. On n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes enjeux, mais je suis
100% certain qu'on peut tous effectivement transformer son quotidien pour remettre du mouvement. Ok. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que tu écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. On va en reparler un petit peu plus tard, tu vois, de ce que tu as changé, de ce que tu recommandes, par rapport justement à comment est-ce qu'on remet du mouvement dans sa vie. Moi, je serais curieux de savoir, donc c'est un projet, ce livre, c'est un projet de 2 ans, qui te trottait dans la tête depuis un petit moment quand même. Combien de personnes tu as rencontrées à peu près ? Combien d'études vous avez épluchées ? Et qu'est-ce qui... on peut dire, quelle a été un peu les premières trouvailles du début qui vous ont fait vous dire ok, là il y a un truc exceptionnel, il faut qu'on aille vraiment au bout de ce livre et qu'on aille vraiment au bout de nos recherches. Alors je vais être totalement honnête, on a été submergé par le sujet. Jamais j'aurais pu écrire ce livre seul. Heureusement que Victor était là et qu'on était 2 pour attaquer un problème d'une telle ampleur. On y a passé 2 ans, on aurait pu y passer 2 ans de plus sans souci, mais à un moment, il faut rendre le manuscrit. Ce qu'on a commencé par faire, c'est mapper le problème sous tous ses angles. Donc la sédentarité, c'est à la fois un sujet de santé physique, on pourra y revenir, mais ça a un impact sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, les troubles musculo-squelettiques. Ça a un rapport avec la santé mentale, anxiété, dépression. Ça a un rapport aussi avec notre santé sociale. On s'isole quand on est sédentaire. Et puis, notre approche a été de comprendre pourquoi notre environnement nous rend aussi sédentaires. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'était pas qu'une question de responsabilité individuelle. C'est qu'en 50 ans, tout autour de nous conduit à être sédentaires. La manière dont sont pensées les villes, le fonctionnement des écoles, le monde du travail, on en a parlé avec l'explosion des métiers de bureau, ce qui a encore plus été accéléré par le Covid. L'évolution des loisirs avec l'explosion des jeux vidéo, des films qu'on peut regarder sur son ordinateur et évidemment l'explosion des écrans qui créent des situations comme les hikikomori au Japon, terme qui désigne des personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis au moins 6 mois. Japon, pays de 130 millions d'habitants, on considère qu'il y a 2 millions d'hikikomori et que ce chiffre est sous-estimé par rapport à la réalité parce que beaucoup de personnes n'osent pas dire qu'ils ou elles sont hikikomori. Mais en même temps, on peut le comprendre, avec un téléphone, avec un ordinateur, avec Internet, je peux me faire livrer à manger, je peux travailler à distance, je peux commander des meubles, des chaises, tout ce que je veux. Je peux entretenir des relations amoureuses, je peux faire quasiment tout. Et donc, pour attaquer ensuite toutes ces dimensions, on a réalisé près de 100 interviews avec à la fois des médecins, cardiologues, neurologues, psychologues, etc., des architectes, des éducateurs, des spécialistes des écrans et de l'économie de l'attention, des philosophes aussi pour comprendre pourquoi la marche, c'est aussi une démarche philosophique. C'est aussi présent dans beaucoup de spiritualité. Et il a fallu ensuite rentrer dans les études scientifiques. Alors la chance qu'on a, c'est que la sédentarité est un des phénomènes les plus documentés scientifiquement. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable qu'on a. On a énormément d'équipes de recherche qui se sont plongées sur le sujet.
On a des personnes en France notamment qui ont fait un travail incroyable. Énorme coup de chapeau à François Carré, qui est un cardiologue qui depuis des années alerte sur le sujet de la sédentarité. Et donc ça nous a permis voilà, d'avoir une bonne compréhension du problème sous tous ses angles, avec à chaque fois un même constat. La sédentarité, c'est un tueur qui est silencieux. On s'en rend pas compte. Par exemple, toi et moi. Presque invisible aussi. Oui, là, toi et moi, on se sent plutôt bien. On est assis en ce moment sur des fauteuils. On n'a pas du tout l'impression qu'on est en train d'augmenter des risques de maladie. On va le sentir sur le long terme. Et donc, c'est aussi ça qu'on a voulu creuser. Ok. On parle de sédentarité, c'est quoi la définition dans le dictionnaire et la définition médicale de la sédentarité? Je t'amène là-dessus parce que moi, je vois de plus en plus de gens, des urbains, qui me disent « Oui, mais moi, je suis pas du tout sédentaire, je fais 1 heure de sport par jour. » Et qui vont travailler dans des grosses boîtes, des startups et avoir des rythmes de vie avec énormément de travail, beaucoup de vie de bureau, qui vont sortir, qui vont se mettre des cartouches à l'entraînement au crossfit ou en course à pied, qui vont courir et puis qui vont, comme tu l'as dit, rentrer chez eux, se mettre devant Netflix. Mais ils auront mis 1 heure très intense dans leur journée. Donc, est-ce qu'on peut remettre un petit peu les définitions, les termes? Est-ce qu'il y a des chiffres, tu vois, aussi, qui permettent de se dire, tiens, moi, est-ce que je suis concerné ou pas, tu vois? Moi, je me considère comme un sédentaire très actif, tu vois, typiquement. Parce que je bosse beaucoup et que, mine de rien, je passe quand même beaucoup de temps derrière un écran. Alors, j'ai la chance à la maison d'avoir un bureau debout, ce qui est quand même, je trouve, un truc qui change beaucoup. Mais ouais, est-ce que tu peux remettre les choses dans leur contexte? Désolé, j'ai fait une intro, mais au moins tu vois le contexte que j'ai envie de poser. C'est le sujet clé. Tu viens de toucher vraiment à la première claque que je me suis prise en creusant ce sujet. Il existe de plus en plus de sportifs sédentaires. Et j'ai entendu ce terme pour la première fois de ce cardiologue, justement, François Carré. Donc la sédentarité, ça vient du latin sedere, qui veut dire être assis. Okay. L'inactivité physique se définit par la non-contraction d'un muscle. Alors, quels sont les seuils de sédentarité, d'inactivité physique? Les chiffres peuvent diverger selon les instituts, mais on va considérer que quelqu'un qui est entre 6 et 8 heures assis par jour, et là, on n'inclut pas le temps où on est allongé en train de dormir. Là, tu rajoutes 8 heures de sommeil. Déjà, 6 à 8 heures en position assise, on atteint un seuil limite. Ça va vite, parce qu'1 heure chaque repas. Ça va extrêmement vite. Okay. L'Agence nationale pour la santé considère que 95% des Français sont en déficit d'activité physique. Ouais. 8 millions de travailleurs de bureau, ça, on l'a dit. Et donc, ici, en fait, il est frappant de constater que les sportifs de haut niveau sont touchés par la maladie des sportifs sédentaires. J'échangeais avec l'ancien médecin-chef d'un des plus grands clubs de foot français qui me disait « Mes footeux se tapent des blessures, non pas à cause de ce qu'ils font à l'entraînement, mais à cause de ce qu'ils font en dehors de l'entraînement. Ils passent 15 heures par jour sur leur téléphone portable, leur console de jeu, à jouer à FIFA ou à chatter sur les réseaux sociaux. » Donc là, déjà, tu comprends qu'on a un vrai sujet. Tu as une étude finlandaise qui a analysé un groupe de sportifs sédentaires, des gens qui, comme tu dis, font 1, 2, 3 séances de sport par semaine très intenses, mais qui le reste du temps sont assis. Ils ont trouvé sur ce groupe de sportifs sédentaires des taux de sucre et de cholestérol plus élevés que sur un groupe de personnes qui ne font pas de séances de sport, mais qui bougent tout au long de la journée. Le corps a besoin d'être constamment en mouvement. On a le même patrimoine génétique que les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, c'était 15 km par jour en portant des charges lourdes. On est une espèce
qui a des capacités incroyables d'endurance pour plein de raisons. La thermorégulation, on transpire beaucoup plus que d'autres espèces. Notre talon d'Achille, c'est une catapulte qui nous propulse en avant. Quand on marche, on a un effet de pendule en fait, qui fait qu'on économise beaucoup d'énergie. Chaque pas rend le prochain plus facile. La bipédie, un énorme avantage. Exactement. Mais on sait, on a oublié ça. On a oublié à quel point notre corps est fait pour bouger en permanence. Et on oublie que les effets positifs de l'activité physique, ils s'estompent au bout de 24 heures. Donc en fait, il faut bouger en permanence. Et là-dessus, encore une fois, François Carré a une très jolie formule qui est: est-ce que vous vous lavez les dents 3 fois par semaine ou une fois le dimanche? Non, vous vous lavez les dents 3 fois par jour, 3 fois par jour, voire plus. Et donc là, j'aime aussi prendre la même analogie que Anthony Berthoud, qui est un nutritionniste que tu as peut-être reçu d'ailleurs sur Extraterrien. Bientôt. Il viendra ici. Je sais qu'il prend le train en plus, pas loin. C'est quelqu'un de vraiment incroyable. Lui, très d'ailleurs expert sur les sports d'endurance, qui m'a fait l'honneur de rédiger la préface sur la chaise tue. Et Anthony parle très bien du cracking alimentaire, le fait qu'on isole les aliments, on essaye d'isoler au sein de ces aliments les nutriments. On a une approche comme si on était des chimistes, alors qu'on oublie à quel point tout ça fonctionne de synthèse. Le vivant, quoi. Le vivant. Je fais la même erreur si je suis un sportif sédentaire et que je vais aller à la salle 1 fois, 2 fois par semaine. Je vais travailler uniquement mes biceps, mes triceps, certaines parties de mon corps. J'oublie tout le reste. Je m'expose à des vrais problèmes, que ce soit un risque de maladie cardiovasculaire ou, très fréquemment, des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, parce que nos articulations, elles s'assèchent, elles ont besoin de bouger, elles ont besoin d'être mobilisées. Et donc, il faut, au lieu de se poser la question « quel est le bon sport pour moi ?», se demander comment est-ce que je crée du mouvement tout au long de ma journée de manière naturelle, comment je modifie mon environnement pour avoir accès à la plus grande diversité de mouvements possible. Ok. Ouais, donc finalement, si on veut optimiser, on va dire, vraiment sa santé, ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément mettre beaucoup d'intensité ou beaucoup de mouvements sur un très court temps, mais finalement le répartir dans la journée et avoir beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements tout au long de sa journée. Ouais, on pourrait limite imaginer une pyramide avec comme premier étage être le plus souvent possible en mouvement. Ça, c'est la première règle. Être tout le temps en mouvement, d'où la fameuse notion de NEAT, N-E-A-T en anglais, Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui désigne toutes ces activités physiques qui ne sont pas du sport: bricoler, jardiner, cuisiner, repasser. Et toutes ces activités-là sont super importantes et on a malheureusement aujourd'hui des technologies qui nous poussent à être confortables et qui activent en nous le syndrome du paresseux. Ça, c'est un autre travail sur lequel on s'est beaucoup appuyé dans l'écriture de ce livre, donc de 2 chercheurs français, Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, qui ont publié un super livre qui s'appelle Le syndrome du paresseux et qui explique bien comment notre cerveau il est câblé pour l'économie d'énergie. Parce que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, encore eux, ils se disaient on n'est pas sûr d'avoir de quoi manger demain, on va mettre de côté, là il faut qu'on se repose parce qu'on va peut-être se faire attaquer par une autre tribu. Donc on est câblé génétiquement pour économiser notre énergie, mais ça fonctionnait sans problème dans un contexte où notre environnement nécessitait une dépense calorique forte. Dans un environnement qui ne me donne aucune raison de faire de la dépense calorique, ce réflexe génétique de syndrome du paresseux, il fait que je vais passer ma journée dans le canapé et que je vais commander à manger sur mon téléphone, je vais me faire livrer, je vais regarder des films, je vais couper sur la marche, je vais couper sur le vélo, je vais couper sur tout un tas de choses. Et là, il y a urgence à réagir. On peut l'entraîner ou le désentraîner, justement, ce réflexe du paresseux? Oui, tout à fait, en comprenant que le meilleur remède contre la fatigue, c'est l'activité physique.
C'est pas le repos. Alors évidemment, il y a des limites. On parle aussi sur Extraterrien, on parle à certains cas qui s'entraînent 15, 20 heures, 25 heures par semaine. Il y en a aussi. Tout à fait. Et là, au-delà de 20 heures de sport, si vous êtes fatigué, je pense que... Reposez-vous. Reposez-vous. Mais la majorité des gens, on va dire oui. Reposez-vous ou justement, interrogez-vous sur la répartition de vos efforts sur différents groupes musculaires. J'ai rencontré effectivement beaucoup de personnes qui font 15-20 heures de course à pied par semaine et sont flinguées, ou 15-20 heures de salle de musculation à la salle de sport et sont flinguées. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « je fais un peu de yoga, beaucoup de marche, un peu de vélo, un peu de danse, un peu de salle de sport et je suis KO ». Non, en fait, justement, notre corps, plus on va diversifier la panoplie de mouvements, plus on va tenir super longtemps. Ok. Pour la diversité, tu vois, j'entendais souvent dire il faut courir et travailler son cardio pour vivre longtemps, pour vivre mieux. Vivre longtemps aussi, pour réduire les maladies cardiovasculaires. Ouais, travailler sa force et ses muscles pour se régénérer si jamais tu te casses quelque chose, tu reviens plus vite. Et travailler sa souplesse, sa mobilité pour le confort plus. Tu as beaucoup parlé de diversité. Est-ce que il y a des études qui ont isolé, par exemple, des gens qui faisaient que de la course à pied, ou des gens qui faisaient que de la mobilité, ou des gens qui faisaient que de la force, sur quand même les dangers qu'ils pouvaient rencontrer? Alors oui, on a plein d'études effectivement sur les avantages et inconvénients d'absolument toutes les formes d'activité physique. Ce qui ressort à chaque fois, c'est que la marche est l'activité la plus accessible, la plus simple, gratuite également, et ça joue. Une activité qu'on peut pratiquer à tout âge, une activité qu'on peut pratiquer en groupe, une activité qu'on peut pratiquer en nature, on en parlera peut-être, mais ça a tellement d'avantages dans la lutte contre le stress, l'anxiété, la dépression, dans une meilleure créativité que de se balader en forêt. Quand on sait qu'au Japon, la pratique du Shinrin-yoku, donc les bains de forêt thérapeutiques, est remboursée par la sécurité sociale. C'est fou. Que tu peux te faire prescrire des bains de forêt, qu'il existe plus de 300 sentiers thérapeutiques au Japon, qu'il existe une certification de thérapeutes spécialisés pour t'accompagner sur cette marche dans la forêt. Moi, j'ai parlé à plusieurs psychologues dans le cadre de la rédaction de ce livre qui me disent, mais nous-mêmes, en tant que psychologues, on n'en peut plus d'être assis avec nos patients. On a envie de se mettre aux thérapies en marchant. Donc, la marche, pour toutes ces raisons, si en plus elle est faite en nature, va mobiliser énormément de groupes musculaires, va mobiliser le contrôle moteur, la proprioception. On peut accélérer le renforcement musculaire en faisant de la marche lestée. C'est quelque chose, pour le coup, que moi j'ai adoré découvrir, la pratique du rucking, en anglais R-U-C-K-I-N-G, que tu peux faire avec un sac à dos dans lequel tu mets du poids, que tu peux faire avec un gilet lesté, qui est une activité incroyable. Et évidemment que si tu fais de la marche dans des zones où il y a du dénivelé, tu vas encore plus travailler ton cardio. Donc, militaires, il y a plein de militaires qui courent jamais, ou en tout cas très peu, et ils ont des cardios exceptionnels parce qu'ils passent des heures et des heures à marcher avec des sacs de 20 ou 30 kilos. Quoi. Exactement. Alors voilà, le dernier vainqueur de l'UTMB, c'est son cas. Oui. Donc Tom Evans, il a été dans l'armée pendant plusieurs années. Il disait qu'il ne courait pas, qu'il aimait pas courir, jusqu'au jour où il s'y est mis et il était quand même très très doué. Mais avec le recul, il y a plein d'experts qui disent oui, mais en fait, il a passé des journées et des journées en forêt avec 40 kilos et à faire le tour du Pays de Galles et de l'Angleterre. Ça développe ta zone 2, ça développe ton endurance fondamentale. Donc, exactement. Et ça force des jambes aussi. Oui. Non, c'est pour ça que s'il y a vraiment une seule chose à mettre en place, c'est la marche. Plus de marche, c'est jamais une mauvaise idée. On a un sujet sur les chaussures, clairement, parce que... Vas-y, dis-moi, je suis curieux. En fait, nos chaussures avec de gros talons, ça rigidifie notre pied.
ça sous-utilise certaines articulations, mais c'est adapté au bitume. On a pensé les villes, on a pensé le bitume sans avoir en tête le fonctionnement naturel du pied humain. Donc c'est là où évidemment se mettre au barefoot et aller marcher en nature est une recommandation à suivre. Ah ouais. Sur une pelouse, sur un chemin, sur une plage. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour marcher plus? Je te pose une question ça peut paraître bête, ça peut paraître simple, mais comment on va... T'as mentionné un peu, mais vas-y. On audite toute sa vie et on se pose des questions. Je me lève, je vais au travail, est-ce que je peux y aller en marchant? J'arrive au travail, est-ce que ce que j'ai à faire, je peux le faire en marchant? Dans les années 1920, le Japon met en place un programme national qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Radio Taizo. Radio parce qu'ils l'ont lancé en coopération avec le média dominant de l'époque, la radio. Et via la radio publique japonaise, vont être diffusés des exercices de gymnastique tous les matins dans la plupart des entreprises japonaises. C'est ce qui explique pourquoi on a tous vu ces vidéos des employés japonais qui font leur gym le matin avant de commencer leur journée. Ou au bureau même, des fois. Au bureau, absolument. Ils le font au bureau. Les employés qui le font dans les bureaux des entreprises japonaises. Donc il est temps qu'en France et partout, culturellement, on transforme le travail de bureau et on se pose la question, est-ce que je peux le faire en marchant? Est-ce que je peux le faire en bougeant? J'ai une réunion avec quelqu'un, avec un collègue. Est-ce qu'on ne peut pas aller marcher dans les bureaux ou dehors, monter, descendre les escaliers, etc. J'ai ma pause déjeuner. Pourquoi m'asseoir au restaurant? Est-ce que je ne peux pas prendre quelque chose à emporter et plutôt me balader avec un ami, un membre de ma famille, un collègue? Pourquoi suis-je obligé de m'asseoir? Et puis, vient le soir, et là se pose la question des loisirs. Et nos loisirs n'ont pas vocation à être sédentaires. Je peux décider d'aller voir mes amis dans le cadre d'une activité physique. Je peux leur proposer d'aller danser, d'aller marcher, d'aller courir. Et je vais me rendre compte d'ailleurs que la qualité de présence en est renforcée et qu'on vit des expériences ensemble, qu'on vit des émotions. Et ça, toi, tu es très bien placé pour en parler avec Extraterrien. Le sport, c'est ça. C'est une manière aussi de créer du lien social. On a beaucoup de choses qui sont améliorées en France, mais on a un tissu associatif incroyable, notamment pour les associations sportives. On a des gens qui font un boulot, mais absolument exceptionnel. Et donc, rejoindre une association, un club de sport, quel qu'il soit, c'est une super idée pour mettre du mouvement dans son quotidien. Donc, tu vois, c'est vraiment plein de changements qui ont l'air au début anodins, mais qui font des effets cumulés absolument incroyables. Ouais. Écoute, merci de le partager. Et tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi sur le tissu associatif. Il y a eu beaucoup de critiques de l'État français qui a encore réduit le budget du sport. Maintenant, c'est un peu plus de 9 mois, il me semble. 3-4 mois après les Jeux Olympiques. C'est un petit peu triste. On a l'impression d'ailleurs que les gouvernements se succèdent et ne comprennent toujours pas que le sport est une école de la vie, une façon d'être en bonne santé, une façon de vaincre l'anxiété chez les ados qui est en train d'exploser en plus avec les réseaux sociaux. On rajoute en plus des examens, on rajoute des heures de cours, alors que je pense que tu as dû voir que, même j'en suis sûr, ça a d'énormes impacts sur les performances cognitives. Et Non, mais c'est les effets cumulés de l'activité physique sur un pays sont absolument incroyables. On peut parler effectivement des liens entre activité physique et performance intellectuelle, mais si on fait une mini-digression politique, la lutte contre la sédentarité, c'est un enjeu de finances publiques. On a un trou colossal de la sécurité sociale, on a une population qui est vieillissante, on a un déficit de médecins. Et donc, si aujourd'hui, on ne change pas les habitudes, on va
continuer de creuser la dette, on va continuer de se retrouver face à un mur parce qu'on aura de plus en plus de personnes âgées, donc de plus en plus de personnes qui ont les problèmes de santé qu'on a mentionnés, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. On n'aura pas la possibilité de maintenir ce modèle social où on rembourse une grande partie des soins médicaux. On n'aura de toute façon pas assez de médecins pour aller en face. Il ne faut pas oublier que l'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 64 ans. L'espérance de vie en bonne santé, à bien différencier de l'espérance de vie tout court, parce que je pense que personne n'a envie de faire les 10-15 années de sa vie en EHPAD, en incapacité. Donc, effectivement, on a un sujet, on a une opportunité incroyable ici qui est de pousser un maximum de personnes à être actives, à ne pas être sédentaires, à se mettre à 1, 2, 3, plusieurs sports pour, in fine, améliorer la santé globale de la population. Et effectivement, en plus d'améliorer les finances de l'État et d'améliorer la santé des gens, on aura une population avec des meilleures capacités d'apprentissage. Tu as des chiffres là-dessus? Alors oui, il y en a plusieurs. Tu as notamment une fameuse étude qui s'appelle « Give legs to your ideas » où ils ont pris différents groupes de personnes, ils leur ont fait faire des exercices de créativité, un groupe de personnes assis, un groupe de personnes qui bougeaient sur un tapis roulant mais en intérieur, et puis un groupe de personnes qui marchaient à l'extérieur. Le groupe qui marchait en extérieur a eu 81% de plus de créativité que le groupe totalement sédentaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'activité physique, ça active la production d'une protéine qui s'appelle la BDNF, qui favorise les connexions synaptiques. On sait aussi que l'activité physique en extérieur, ça libère les hormones du bien-être, ce qui en retour a un impact sur notre capacité à apprendre. Un des travaux qui m'a le plus fait tomber de ma chaise lors de la rédaction de ce livre, c'est les travaux d'un paléoanthropologue qui s'appelle Pascal Pic. Donc Pascal Pic, lui, s'est intéressé au moment où nous sommes devenus humains, au moment où Homo erectus s'est distingué des grands singes, et il a observé que nous sommes passés de la situation du grand singe qui marche à quatre pattes à une situation où on relève la tête, on se tient sur nos deux jambes, notre champ de vision s'élargit. Il est aujourd'hui prouvé que l'élargissement de ce champ de vision active différentes zones du cerveau et nous permet de développer de nouvelles connaissances. Ça a aussi libéré nos mains pour fabriquer des outils, utiliser ces outils, et ce travail-là active, stimule encore une fois notre cerveau. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour notre intelligence dans un monde où on est tout le temps les yeux baissés sur notre téléphone? Dernière étude absolument passionnante, je me suis intéressé au sujet d'Alzheimer. On en parle aussi dans le livre, parce que la chaise tue notre santé physique, notre santé mentale, mais aussi notre santé cognitive. Donc, quelques chiffres déjà. Aux États-Unis, par exemple, Alzheimer plus la démence, c'est 11% de la population. C'est beaucoup. Okay. C'est vraiment beaucoup. Aujourd'hui, quand tu parles à des spécialistes comme le docteur Olivier de la Doucette, qui est président de la Fondation de recherche contre Alzheimer, il te dit l'activité physique est probablement le meilleur moyen de lutter contre Alzheimer, que ce soit en prévention ou que ce soit en limitation des dégâts quand Alzheimer est là. Et il y a une autre étude passionnante qui vient de sortir sur une tribu en Tanzanie qui s'appelle les Hazda, H-A-Z-D-A. Donc c'est une des dernières tribus à fonctionner comme il y a plusieurs siècles. Ils n'ont pas Internet, pas de smartphone, etc. Chez eux, on a seulement 1% de personnes qui souffrent de démence ou de Alzheimer ou de problèmes cognitifs. Et on commence à être assez certain que cela s'explique par leur manière à eux de faire de l'activité physique. Ils marchent, ils se déplacent, ils portent des choses, mais surtout, ils doivent se repérer dans l'espace.
Et ils ne se repèrent pas avec Google Maps. Ils se repèrent en regardant les étoiles. Ils se repèrent en regardant leur environnement. Ils sont stimulés intellectuellement. Et là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on peut justement se dire comment est-ce que je modifie mon rapport au mouvement, comment je modifie ma pratique pour me stimuler intellectuellement. Alors, on a évidemment certaines disciplines, l'alpinisme, l'escalade, la course d'orientation qui intrinsèquement sont pensées pour ça. On en a d'autres comme la musculation, la salle de sport où pour le coup on va répéter des mouvements très clairs, très codifiés, donc on va avoir un peu moins de stimulation intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas du tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se renforcer, mais c'est intéressant de se demander, tiens, il n'y a pas de séparation entre corps et esprit, il n'y en a pas. Et l'activité physique est aussi un moyen incroyable pour retarder le déclin cognitif. Ouais, même le stimuler à nos âges pour avoir des idées. Hein. Les idées, on les a en marchant, dans la montagne, et oui. au contact de la nature. Et là, je te rejoins souvent. Tu vois, moi, je devrais pas le dire parce que beaucoup des gens qui vont nous écouter en audio seront probablement en train de courir à ce moment-là. Donc moi, c'est un sujet super. On était à l'UTMB la semaine dernière avec Maëlys et plein de gens qui passent, qui nous disent « Ah, on aime bien ton podcast, ça c'est super, bravo pour tout ce que vous faites. » Moi, je leur dis pas, j'en écoute de moins en moins parce que je prends de plus en plus de plaisir à courir sans rien et juste d'avoir le cerveau qui se repose. Le livre qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup réveillé là-dessus, c'est celui que tu m'as offert qui s'appelle Stolen Focus de Johan Hari, avec une traduction française que je connais bien parce que j'en suis l'éditeur, qui s'appelle « On vous vole votre attention ». Effectivement, c'est un superbe livre. Et je trouve qu'il va très très bien en combo avec la Chestu. Tu vois, je pense moi, il m'a permis en tout cas de voir à quel point comment se libérer l'esprit, se libérer le corps et de faire les deux en même temps, de se relâcher, c'était pertinent, tu vois. Tu as mentionné les Asda, tu as mentionné beaucoup le Japon aussi. Est-ce qu'il y a des bons élèves Comment la France se situe? Moi, je m'inquiète de plus en plus parce que je vois beaucoup de gens, tu vois, qui vont lancer peut-être des débats sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est un pays de sport? On n'est pas un pays de sport. Tu l'as dit, on a un tissu associatif. Le sport vient du monde associatif, vient du monde du bénévolat. Désolé, je reparle de l'UTMB une troisième fois, mais les événements sportifs ne peuvent pas exister sans les bénévoles. C'est impossible, que ce soit les Jeux, les JO, la Coupe du Monde, n'importe lequel, les événements vivent économiquement parce qu'il y a un énorme tissu bénévole. On peut reprocher plein de choses à ces événements-là, mais ils créent des envies, ils créent des portées, ils créent des inspirations, ils créent des histoires qui déclenchent des envies de mouvement et des envies de se mettre au sport. Donc, par rapport au pays, par rapport aux bonnes habitudes que tu as pu voir dans ton travail de recherche, où est-ce que tu as vu de la bonne inspiration? Tu as parlé du Japon, des Asda. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes inspirations? Alors, il y en a. Il y en a beaucoup dans les pays scandinaves, notamment. Ok. Si on prend le sujet, par exemple, de l'école, en France, on n'a que 30 écoles dans la forêt. Des écoles où les enfants sont 2 jours par semaine en nature, en mouvement. Ils apprennent alors qu'ils sont en train de bouger. Ils ne sont pas enfermés, les fesses vissées sur une chaise 8 à 9 heures par jour. On a eu la chance de rencontrer Sébastien Henry, qui a créé la forêt des Lucioles, qui est une de ces 30 écoles dans la forêt à côté d'Annecy. En Belgique, il y en a 300, des écoles dans la forêt. Dans les pays scandinaves, c'est quasiment généralisé sur toutes les écoles, le fait d'avoir beaucoup d'activités physiques, beaucoup de temps à l'extérieur. En Slovénie, on teste la VO2 max de tous les lycéens chaque année. Du coup, on se rend compte que l'année où Instagram est autorisé en Slovénie, la VO2 max, elle chute de 25%. Donc, le pays a réagi et a mis encore plus d'activités physiques au menu. En France, la situation, elle est contrastée, parce que d'un côté, on a un pays incroyable pour l'activité physique en termes de nature. On a des montagnes, des lacs,
des plaines, des infrastructures. Tu as parlé du réseau associatif, de tous ces millions de bénévoles. Ça, c'est fantastique. Maintenant, moi, je regarde les chiffres. Obésité, x3 sur les 18-24 ans, sur les 25 dernières années. Obésité, x3 sur la catégorie d'âge après, 25-34, toujours sur les 25 dernières années. Donc, on a toujours si on prend l'école, on est un des pays en Europe de très loin où il y a le moins d'activité physique à l'école. Et si on prend nos performances au classement PISA, donc les résultats académiques, on est aussi dans les derniers. Donc, ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'on pense de la France, qui a une très belle éducation, qui a les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de commerce. On s'auto-tarangue quand même beaucoup et on en fait un petit peu partie, hein, tu vois, d'un système éducatif qui marche bien, qui crée des écoles parmi l'élite, quoi. Ça, on pourrait faire une conversation entière là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, on a un système complètement à deux vitesses avec une petite élite éducative et puis le reste d'un système qui est à l'abandon, il faut le dire, et ça se ressent notamment sur l'activité physique. Donc, il faut qu'on aille effectivement s'inspirer de ces pays scandinaves, de ce que font des pays comme la Slovénie, de ce que fait le Japon, et qu'on interroge toutes les dimensions de notre environnement. Donc dans le livre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre le sujet de l'école, le sujet des villes, le sujet des loisirs, le sujet du travail, donc ces grandes dimensions de nos vies, et d'observer à chaque fois quel est le constat, quelles sont les causes de sédentarité et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place dans chacun de ces thèmes. J'ai parlé de l'école dans la forêt pour l'éducation. Dans les loisirs, on peut chacun jouer un rôle dans l'initiation, dans l'invitation auprès de nos amis, auprès de nos familles à faire des loisirs qui ne sont pas sédentaires. Moi, je crois énormément aux différents niveaux de collectif. Car comme l'explique très bien Johan Hari dans ce livre que tu mentionnais, On vous vole votre attention. Quand je prends mon téléphone, il faut que j'imagine la situation de David contre Goliath. Je suis moi seul. Dans ce téléphone, il y a des centaines de milliers d'ingénieurs, de designers, payés très cher chaque année, avec un seul objectif, que j'y passe plus de temps. Donc c'est David contre Goliath. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans la manière dont sont pensés ces smartphones, la manière dont sont pensés les réseaux sociaux, on s'est appuyé sur des théories psychologiques de manipulation, d'addiction, etc. Donc, comment réagir ? Le plus grand livre sur le sujet s'appelle « Rendez-les tous accros » ou « Rendez-les fous », quoi. Oui, Hooked de Nir Eyal. Mais alors, la réponse, justement, pour moi, si on est dans David contre Goliath, elle est dans les niveaux de collectif. Mes amis, ma famille, mes collègues, mon village, mon association, mon groupe de sport, ça, c'est essentiel. Là, on peut gagner cette bataille. Là, on peut devenir moins sédentaire quand on crée du lien autour de nous. Donc, si vous écoutez ce podcast, généralement, c'est que vous êtes sportif. Moi, si j'avais un message à vous faire passer, c'est d'emmener des sédentaires avec vous, d'emmener des gens qui sont loin du sport avec vous, de leur tendre la main. Peut-être que tu en as parlé dans certains podcasts, mais on a une culture sportive qui parfois pousse à la performance, pousse au dépassement de soi, pousse à la recherche de meilleurs résultats. Et ça, il y a plusieurs effets pervers là-dedans. Moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est que je vais m'isoler. Si je vis mon sport de cette manière-là, je vais vouloir m'entraîner qu'avec des gens qui sont meilleurs que moi, qu'avec le top niveau. Alors que ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est d'amener des gens qui sont loin de ce sport, loin du mouvement, loin de l'activité physique dans notre monde. Moi, je pratique avec passion depuis quelques années les arts du cirque. Finalement, j'ai repris
la même passion que ma maman. C'est un art assez particulier, les sangles aériennes, mais j'adore proposer à un maximum de personnes, parfois très éloignées de cet univers, de venir tester, de venir participer. Parfois, ça accroche, parfois, ça accroche pas. Mais en tout cas, je pense que si on a ce goût du mouvement, c'est notre responsabilité de le partager autour de nous. Ouais. Écoute, merci de le préciser. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire autour de l'entreprise. J'avais lu que une des catastrophes un peu des réseaux sociaux et du smartphone, c'était un peu la destruction de ce tissu social en dehors de l'entreprise, et qu'aujourd'hui, on était dans une société où on misait tout sur l'entreprise, quoi. C'est notre nouvelle famille, c'est nos nouveaux amis, on y passe de plus en plus de temps, et finalement, ça crée de plus en plus de burn-out, parce que si jamais ça s'y passe pas bien et que la pression est trop intense, j'ai pas de porte de sortie. Et en plus, finalement, ça m'isole un petit peu du reste et des autres groupes. Et donc, toi, est-ce que tu as mis des choses en place, qu'est-ce que tu pourrais recommander en entreprise? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce que mine de rien, on y passe quand même du temps, quoi. C'est un vrai sujet. Il y a des initiatives intéressantes. Par exemple, la mutuelle Alan a lancé Alan Play. Alors, Alan Play, c'est quoi? C'est un compteur de pas au sein de l'entreprise où tu vois les pas réalisés par chacun de tes collègues. Okay. Moi, je l'ai mis en place dans mon entreprise. On est chez Alan, mais tu vois, je ne savais pas. Donc ça fonctionne vraiment bien. Il y a des petits challenges à la semaine. Moi, j'ai échangé évidemment avec les personnes qui ont développé cette fonctionnalité chez Alan et qui m'expliquaient que ça déclenche des conversations à la machine à café. Mais attends, comment est-ce que tu as fait pour faire 10 000 pas depuis ce matin? Il est midi et là, tu découvres que la personne, elle a un chien et donc tous les matins, elle va sortir son chien et accumuler les pas. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, évidemment, les entreprises, elles doivent prendre leurs responsabilités à plusieurs niveaux. Dans le matériel qui est mis à disposition, bureau assis debout, pédalier, siège ballon. On a une marque française qui est vraiment géniale, cofondée par un ostéopathe qui s'appelle Bloom. Les Bloom, c'est des sièges ballons qui permettent de faire plein de micro-mouvements des hanches et de renforcer son dos et d'éviter les lombalgies. Est-ce que tu sais quelle est la part des lombalgies dans les arrêts de travail en France? Mais je crois qu'il y a une explosion. Plus de 20%. Ouais. C'est plus de 20%. Quand tu parles à des kinés, ils hallucinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail moderne, le travail de bureau, c'est le mal de dos, c'est les tendinites, c'est le syndrome du canal carpien, c'est même les tendinites du pouce. On a maintenant des tendinites du pouce qui sont surnommées les tendinites du texto. Donc, les entreprises peuvent jouer leur rôle dans la modification de l'environnement de travail et il faut vraiment se dire, mais dans ce que j'offre aux gens qui bossent avec moi, je peux donner plus en salaire, mais je peux aussi répartir cet argent dans un environnement de travail qui est adapté. Les emplois industriels font l'objet de certaines protections. Si je bosse en usine, on va automatiquement me donner un casque, des lunettes, etc., des gants. Si je travaille aujourd'hui dans un open space, on ne pense pas à tout ça. Alors après, ce qui est dur dans le cadre du travail, c'est le changement culturel. Moi, par exemple, j'ai transformé une de nos salles de réunion en salle hybride en mettant des tapis de yoga, des haltères, des élastiques. Des sangles de cirque. Alors, ça nécessite 5 mètres de hauteur sous plafond, donc j'ai pas pu le faire. Mais ça n'a pas été un succès parce qu'on n'a pas de douche. Et il y a une gêne culturelle. J'ai pas envie de faire du sport dans les bureaux si je peux pas me doucher après. Bon, même du yoga, tu vois. Même le yoga. Non, ça. Écoute, je vais être honnête, ça j'en parle dans le livre. C'est un échec. D'autres choses ont fonctionné par contre chez nous. Les réunions en marchant. Ça c'est très intéressant parce qu'au début j'étais le seul à le faire. Donc, les personnes m'attendaient sur Zoom et puis elles voyaient que je ne mettais pas la caméra. Elles comprenaient que j'étais en train de marcher. Mon interlocutrice était assis sur sa chaise. Et aujourd'hui, très souvent, je commence les appels avec quelqu'un de mon équipe et la personne me dit « Ah je fais comme toi, je suis en train de marcher. »
Donc ça y est, le rythme a été pris. Et ça me fait tellement plaisir. C'est la meilleure récompense pour moi. Ok. Bah écoute, ça me fait réfléchir. Je le faisais pas mal pendant un moment. J'ai un peu arrêté pour les sujets de transcription, tu vois. Tous les sujets d'IA, Alors, tu vois, où tu restes accro en fait finalement au Google Meet, à la prise de notes et tout. Et maintenant, c'est vrai que en fait, ces outils-là, ils sont pas sur le téléphone, tu vois. Ils sont en train d'arriver, effectivement, les outils d'intelligence artificielle qui font de la retranscription vocale, qui font des résumés de réunions. Mais par exemple, je ne sais pas si tu connais une entreprise qui s'appelle Pharos, créée par David Nicolas, qui propose par exemple une huile d'olive riche en polyphénol, qui propose un steak haché avec 20% d'ABA. Il se trouve que je suis associé fondateur de cette entreprise et donc on a des rendez-vous tous les 2 mois qui sont des boards avec David, le fondateur, et plus les premières personnes qui étaient autour du projet. David fait toutes ces réunions en marchant. Et quasiment tout le monde est en train de bouger. C'est assez fou comme ambiance. Et même moi qui suis pourtant, tu vois, co-auteur de La Chestu, j'étais vraiment admiratif de la confiance de David de proposer ça. Il y a un résumé de la réunion qui est généré automatiquement par une technologie d'intelligence artificielle et qui est envoyé à tous les participants dès la fin du Zoom. Donc, on a beaucoup de technologies qui sont des technologies du confort. Il faut faire attention à ces technologies. Mais on a aussi des technologies de l'effort. Allons les utiliser. Ce serait dommage de s'en priver. Ok. Il y a un dernier sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la modification de la ville. Tu vois. De plus en plus, je me dis qu'à un moment, les politiques en fait, vont être obligés de rajouter de la friction dans nos quotidiens pour nous faire bouger, parce que entre les transports en commun, les livraisons, le boulot sédentaire, en fait, je me dis, ouais, cette économie du confort, parce qu'on est clairement dans une économie du gain de confort et de la paresse, si on veut la vaincre, il faut que des lois passent pour nous forcer à bouger, tu vois. Oui. Est-ce que ça va évoluer comme ça, ou est-ce que... comment ça peut évoluer, tu vois, l'organisation de la ville et l'organisation un peu des lois aussi pour nous forcer à la contrainte, tu vois. Est-ce qu'on va être obligé de bouger, tu vois, ou est-ce que ça va rester une responsabilité individuelle? Espérons que ce soit au menu des politiques publiques. À Singapour, par exemple, il est interdit de construire un nouvel immeuble sans construire devant cet immeuble des barres de traction, des pédaliers, des barres pour faire des dips, enfin, les petits stands classiques qu'on voit de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup à Paris. Il n'y en a pas beaucoup dans les rues. Des endroits, des choses comme ça. C'est sûr que l'histoire des villes, ça a été frappant au fur et à mesure qu'on interviewait des architectes pour ce livre, est intimement lié à l'histoire des voitures. Les voitures ont pris possession des villes. Moi, pourtant, je suis parisien. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps en train de jouer au foot sur certaines places de Paris. C'est quand la dernière fois que tu as vu des enfants jouer au foot dans Paris? Oula, c'est vieux. À part dans certains stades. Ou certains parcs, ouais. Mais avant, les rues étaient des endroits de jeu, étaient des endroits de mouvement. Et d'ailleurs, lors du Covid, quand tout le monde était confiné, que personne ne prenait sa voiture, on voyait du lien se recréer dans les rues, les enfants qui se retrouvaient, etc. Donc, il y a des initiatives, notamment à Barcelone. On a des quartiers qui deviennent totalement piétons. On a des initiatives comme des villes à hauteur d'enfant, où on imagine à quoi ressemble la ville quand elle est vue avec des yeux d'enfant. Donc, on doit réagir, parce que sinon, on risque de plus en plus d'avoir des villes qui créent ce qu'on appelle des enfants d'intérieur, des enfants qui n'ont plus la confiance de sortir dehors, des enfants qui découvrent le monde par l'intermédiaire d'un smartphone, par l'intermédiaire de vidéos, et qui perdent cet instinct explorateur. On est, encore une fois, très proche génétiquement de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, mais surtout, donc, on est l'héritage
de cette volonté d'exploration, d'observation. Et ça passe par oser bouger en ville, oser se perdre. Je mentionne dans le livre une application géniale qui s'appelle Dérive, qui est une sorte d'anti-Google Maps. C'est une application où tu mets une destination et ça te perd. Ça te donne pas le chemin le plus optimal pour y aller. Écoute, c'est certain qu'on doit s'engager, encore une fois, à différents niveaux du collectif pour faire attention à cette société du confort et se transformer dans la bonne direction. Les vélos électriques, là encore, ça peut être la meilleure des inventions ou la pire. C'est génial si j'ai 20 km à faire tous les jours et que ça m'évite de prendre la voiture. Si c'est pour mes déplacements du quotidien dans Paris intramuros, je fais plus beaucoup d'efforts. Donc je me renforce musculairement, beaucoup moins. Mon muscle cardiaque, il va pas beaucoup s'épaissir, il va avoir du mal à pomper. Et donc voilà, il faut effectivement remettre de la friction, comme tu dis, remettre du goût de l'effort. Et surtout, ce qui est magique, c'est dès qu'on fait cet effort, on se sent tellement bien après, on se rend compte que notre corps, il adore l'effort, il adore ce qui vient après. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Il y avait, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que j'ai oublié des sujets ou des passages qui te semblaient importants d'évoquer dans ce podcast? Écoute, peut-être que en mot de la fin, ce que je peux évoquer, c'est la marche et le mouvement comme philosophie. On conclut le livre en allant plutôt à la rencontre de philosophes, parce qu'effectivement, tout ce qu'on dit là, c'est génial pour notre santé physique, pour éviter le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques, pour notre santé mentale. C'est une approche qu'on peut déployer donc dans tous les espaces de notre vie et on donne tout un tas de listes dans le livre pour faire ces changements. Mais in fine, ça nous permet d'accéder à un autre rapport au temps. Marcher, notamment, c'est une manière exceptionnelle de se réapproprier la lenteur. Dans un monde où on est surstimulé, où on est bombardé de notifications, où nos téléphones, nos ordinateurs nous ont rendus complètement allergiques au temps d'attente, on ne supporte plus l'attente, eh bien, le mouvement peut nous permettre d'accéder à des états de conscience différents. C'est assez dur à expliquer, mais je crois que toute personne qui a pratiqué une activité physique soutenue imagine ce dont je suis en train de parler. Cette sensation qu'on a quand on a énormément transpiré, cette découverte de certaines sensations corporelles, cette découverte de certains plaisirs dans l'effort. Faisons-nous ce cadeau, c'est accessible encore une fois à tout âge, ça fait partie des plus belles choses qui existent peut-être dans l'existence humaine. C'est compatible quand on va en extérieur avec de la contemplation, avec un rapport à la nature qui est fantastique. Donc c'est un beau chemin que je souhaite à tout le monde. Ok, écoute, le sport comme philosophie, le mouvement comme mantra, on pourrait le dire. Merci beaucoup, Alexandre. Franchement, je me suis régalé dans cette discussion. Je vais relire le livre. Je vais remettre d'ailleurs le lien dans la description, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés. Il y a plein de chiffres. Il y a tellement d'études scientifiques que vous avez épluchées. J'avais noté 10 000 trucs dans mes notes qu'on n'a pas nécessairement tout abordé. Et puis, j'avais pas envie de tout révéler non plus. Mais en tout cas, on a vu à quel point vous avez fait un travail riche, complet, précis et en tout cas méticulé. Donc, merci pour ça. Je pense qu'il en fallait un livre comme ça qui met en alerte, qui nous reconnecte aussi avec qu'est-ce que le vrai mouvement, quels sont un peu les dangers silencieux et comment est-ce qu'on peut remettre du mouvement dans son quotidien. Parce qu'effectivement, on ne voit pas ce danger un peu latent qui est l'économie de la paresse et l'économie du confort qui s'installe de manière insidieuse, en tout cas dans nos vies. Donc merci beaucoup pour ce boulot-là. Je mettrai aussi peut-être le lien de ton compte Instagram ou de LinkedIn si jamais il y a des gens qui veulent te remercier, t'envoyer un petit message. Vous l'avez compris, il n'y est pas souvent. Mais
En tout cas, un petit message, ça fait hyper plaisir. Si vous avez aimé ce podcast aussi, pensez envoyer un petit message à Alexandre. Si vous avez beaucoup aimé, vous pouvez aussi le mettre en story sur Instagram, vous nous taguez, Lâchestu et Extraterrien, ça nous fait plaisir, ça nous permet aussi de nous rendre compte et de faire passer ce beau message. Et si vraiment, vraiment vous avez adoré, vous vous abonnez à tous les comptes et vous nous mettez un petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup, Alex. C'était un plaisir. J'espère que ça t'a plu aussi. Écoute, oui, vraiment, merci infiniment. J'étais très, très touché de pouvoir discuter de ça avec toi et honoré de passer après tous ces athlètes incroyables que tu as eus. Moi, je suis un auditeur fan de Extraterrien. Donc, merci pour tout ton travail et celui de ton équipe. Bah écoute, merci beaucoup. Et effectivement, on commence à être une petite équipe à bosser dessus. Et ça faisait du bien, tu vois, d'entendre un autre avis, tu vois, et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tous les bienfaits du mouvement. Voilà. Et on se sent très bien dans le studio. Voilà. Mais on va aller marcher tout de suite. Allez, c'est parti. À plus. Salut les extraterriens, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao.